Comment ça va, JR? Ça va et toi? Bienvenue dans Click. Merci. J'ai dit à ma mère, ce soir on reçoit JR, elle m'a dit JR de Dallas. Ça donne l'âge de ta mère, c'est pas gentil ça. Ça donne le mien aussi parce que je connais Dallas. Et donc non, c'est pas JR de Dallas. JR, c'est, si vous ne connaissez pas JR, c'est l'un des artistes français les plus connus dans le monde, artiste contemporain, engagé, qui a toujours été présent à la fois dans l'actu et dans l'artistique. T'es arrivé sur une musique du groupe La Caution, Thé à la menthe, choisie par Ladjli. On écoute Ladjli. Alors pour moi, le morceau qui représente JR, c'est Thé à la menthe de La Caution. C'est un morceau qui date de plus de 20 ans. Et avec JR, ça fait plus de 20 ans qu'on est amis, qu'on collabore, qu'on travaille ensemble et ça continue dans ce sens-là. Voilà, Thé à la menthe, La Caution. Ah, ça fait plaisir. Il est à Toronto d'ailleurs, on lui envoie de la force. Exactement, pour son nouveau film Les Indésirables, juste après Les Misérables qui a tout raflé à Cannes. Et au César, pourquoi ce morceau et pourquoi Ladj? C'est quoi l'histoire qui vous lie tous? L'histoire qui nous lie, c'est qu'on s'est rencontrés très jeunes et en fait, à cette époque-là, je collais déjà dans la rue, il faisait déjà des films. Mais la première photo que j'ai agrandie, c'est la sienne. C'est lui qui tient sa caméra comme une arme. Et en fait, les gens, des fois, oublient que cette photo, c'est notre départ parce qu'elle est tellement entrée dans la culture collective. Mais en fait, nous, cette photo, elle dit tout parce qu'on l'a collée un an avant les émeutes. Et les émeutes de 2005, après la mort de Ziad Bouna à Montfermeil, au Bosquet, en fait, elles ont explosé devant cette photo. Et avec Ladj, on a été liés à jamais dans notre travail et l'acte social et la manière d'approcher aussi notre manière de travailler. Ça a vraiment marqué, moi, c'est ce qui m'a défini en tant qu'artiste. Est-ce que l'appareil photo de JR, c'est également une arme, comme la caméra de Ladj? En fait, par exemple, si je prends la caméra de Ladj, je pense que au début, quand on l'a collée sur le bâtiment, on ne la voyait pas forcément comme une arme, on ne réalisait pas le pouvoir de cette caméra. On était trop jeunes pour le voir. Mais au fur et à mesure, on a vu l'ampleur à quel point cette caméra devenait de plus en plus une arme et qu'on avait une responsabilité. C'est la même chose pour moi, en fait. Et on a appris de cette photo, et je me rappelle avec Ladj, à chaque fois, je disais, quand on la connaît, on dit, ça y est, elle est là. Un an plus tard, on dit, ah non, c'est maintenant qu'elle a du sens. Ensuite, elle était sur la Tate moderne, on s'est dit, c'est maintenant qu'elle a tout son sens. Et puis ensuite, envoyer les mecs au Karcher, effacer les photos dans le... Non, et en fait, on se rend compte, puis ils ont détruit les tours du quartier. On s'est dit, c'est maintenant, en fait, que l'image a tout son sens. Et il y a encore un an, on l'a collée sur la dernière barre, le B5, avant qu'il tombe. Et donc, elle nous suit, elle nous poursuit, et je pense que ça sera pour toute notre vie. Pour les gens qui ont la chance de passer par Paris, la façade de l'Opéra Garnier a été transformée par JR avec un trompe-l'œil en noir et blanc. C'est une installation incroyable qui représente une caverne. C'est visible jusqu'au 25 septembre. C'est quoi cette caverne? Ça fait penser forcément à Platon, à l'allégorie de Platon. Ouais, en fait, l'allégorie de Platon, on l'a tous, je pense, appris à l'école, mais elle dit quelque chose de simple. C'est des prisonniers qui sont dans une caverne et qui sont enchaînés et qui ne voient que une représentation de la réalité qui leur vient de l'extérieur, mais ils ne peuvent pas se retourner. Et en fait, il y en a un qui sort, le philosophe, et qui va voir dehors, il est ébloui. Il n'arrive pas à voir ce qui se passe. Et d'un coup, il voit une autre réalité. Il voit que c'est des gens qui, en fait, animaient des choses. Et donc, que les gens dans la caverne, les prisonniers, ne voyaient pas la vraie réalité. Et en fait, c'est un peu comme ça qu'on vit, nous, tous, aujourd'hui. Sauf que notre caverne, c'est les réseaux sociaux, c'est les préjugés, c'est la peur. Et en fait, le rôle de l'artiste... C'est les bulles de filtre. Exactement. Et le rôle de l'artiste, c'est de sortir de la caverne, d'aller voir, et souvent c'est inconfortable, souvent c'est pas agréable, il faut aller dans des pays, dans des contextes où on connaît rien, on connaît pas la culture, et de revenir raconter et d'apporter une autre lumière dessus. Et souvent quand on re-rentre, c'est aussi difficile. J'en parlais avec un prof de philo ce matin qui m'a encore éclairé, je me suis rendu compte que j'avais vraiment des lacunes en philosophie. Et qu'est-ce qu'il a dit? En fait, il m'a dit... Moi, j'en ai plein aussi. Allons-y dans les lacuniers. Vraiment, prof de philo, il m'a dit, écoute, oublie pas une chose aussi, c'est que tous ces prisonniers se parlent entre eux, mais il y a comme un brouhaha, donc tu sais plus qui dit quoi. Et ça m'a vraiment fait penser aussi au brouhaha des réseaux sociaux. Tu sais plus, en fait, ce qui est fake news, pas fake news, la vérité, où est la vérité. Elle est intéressante, cette question des réseaux sociaux, parce que l'histoire de JR commence avec un appareil photo trouvé dans le métro. Aujourd'hui, tout le monde a un appareil photo sur soi. Et j'avais envie de te poser cette question, c'est quoi la valeur d'une photo? Qu'est-ce qui donne de la valeur à une photo maintenant que tout le monde peut prendre une photo? C'est quoi la différence entre une photo de JR et une photo que moi, je pourrais prendre comme ça avec mon téléphone? Non, je pense que la valeur d'une photo, et ça a toujours été, c'est ce qu'on en fait. Et pour moi, ça a toujours été où on la colle. Et je ne me suis jamais vu comme un photographe. Et la photo qu'on a fait avec Ladj, elle a beau être impactante, elle n'aurait pas eu cet impact si on ne l'avait pas collée dans le quartier. Si
le maire de Clichy-Montfermeil, enfin le maire de Montfermeil, pardon, avait pas porté plainte contre nous à cette époque. Si, en fait, tout ça, c'est parce qu'elle a été posée à cet endroit. Elle aurait jamais gêné cette photo si elle avait juste été sur un blog à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. C'est le principe de l'histoire de l'art, en fait. Exactement. Et de confronter. Et en fait, c'est par les réticences, c'est là où ça dérange que tu fais une vraie étude de la société. C'est pour ça que j'aime bien, en fait, quand souvent ça gêne, quand c'est pas unanime, parce que là, il y a des vraies conversations qui viennent se créer. Et c'est ces conversations-là, en fait, qui sont le nerf de la guerre, qui sont là. C'est là d'où j'apprends, d'où on apprend tous. Il y a deux mots qui vont de moins en moins ensemble dans l'époque qu'on vit, c'est artiste et engagé. Le sens de l'engagement, on en parle juste après ça. Well, art can change things, but can it change the world? L'art peut-il changer le monde? Ce n'est pas un sujet de philo au bac, mais bien une question au cœur de votre travail, JR. Car si des célébrités font souvent de l'espace public une tribune pour faire bouger les lignes... So when we're marching and protesting and posting, tell your friends to pull up. Certains artistes ont choisi de faire de leur art un engagement. My definition of freedom is through struggle. Il y a des œuvres qui ont même été reconnues d'utilité publique. Que le président de la République française vienne ici, à Montfermeil, à Clichy, pour vous dire « Soyez fiers », c'est que les choses sont en train de changer. Mais l'engagement peut parfois se payer cher et comporter des risques. Les profs de philo ne nous contrediront pas, l'art est au cœur de nos sociétés et des œuvres cultes ont marqué des générations. Mais dans les faits, on peut s'interroger sur leur portée. There is no reason to sing those songs. Nothing is happening. There's no civil rights movement. Everybody's gone. Et c'est là que la philo devient géopolitique, car même les dirigeants d'aujourd'hui font appel aux artistes. Support this fight with your art. Et ça, vous l'avez bien compris, JR. Mais en dépit de votre éternel optimisme à continuer le dialogue, on s'interroge. Est-ce que les artistes servent encore à faire avancer la société ? Est-ce que les artistes servent encore à faire avancer la société? En fait, je pense qu'il y a quelque chose entre engagé et engageant. Moi, je pense que je suis engageant. Pourquoi? Parce que je soulève des questions, mais j'apporte pas les réponses. C'est très différent, en fait. Je te donne un exemple. Quand j'ai fait mon œuvre entre le Mexique et les États-Unis sur le mur qui sépare les deux, j'avais installé un enfant qui regardait par-dessus le mur. Ou alors un pique-nique à la table qui traversait le mur. Donc, tu commençais à manger aux États-Unis, tu finissais au Mexique. Mais j'ai jamais dit que le mur, il fallait qu'il soit plus grand ou plus petit. Je me suis jamais positionné face au mur. Mais à travers cette œuvre, ça soulève assez de questions pour justement que le public, que les gens sur place y apportent leurs réponses ou se questionnent s'ils ont la bonne réponse. Et elle part d'où l'envie de soulever ces questions-là, en fait? Parce que moi, j'ai le souvenir du moment où l'Ukraine et la Russie rentrent en conflit ouvert. C'est pas tout le monde qui dit je vais aller en Ukraine déployer une œuvre. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là avec l'Ukraine? Et qu'est-ce qui, toi, t'a interpellé là-bas? Et dans les gens que tu as rencontrés, qu'est-ce que tu n'oublieras jamais comme anecdote? Moi, je me suis toujours demandé où est-ce que l'art a sa place. Et forcément, quand une guerre éclate, je me dis, non, l'art n'a pas sa place là-bas. Et donc, quand la guerre a éclaté, comme tout le monde, je suis resté devant mon écran à regarder, complètement passif. Et j'ai beaucoup de gens d'Ukraine qui m'ont écrit et qui me disaient, pourquoi tu fais rien? Pourquoi tu fais rien? Et il y en a un que je connaissais qui m'a écrit, donc je lui ai répondu, je dis, mais attends, viens, je t'appelle. Je lui dis, mais excuse-moi, je regarde, je suis bouche bée comme tout le monde, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, mais c'est là où on a besoin de toi, de l'art. Je dis, écoute, si tu veux, envoie-moi, toi, t'es artiste aussi, un de tes dessins, t'es où? Il était à Kiev. Je le reposte, il me dit, non, moi, j'ai pas fait dessin, on a besoin de gens comme toi de l'extérieur qui viennent. Et en fait, il m'a fait réfléchir. Et il m'a dit, attends, j'ai quelqu'un à qui je parle qui est à la frontière, appelle-le. Et je parle avec un mec qui s'appelle Artem, qui est ukrainien, mais français aussi. Et je lui dis, t'es où là? Il me dit, je suis à la frontière, je rentre avec ma voiture, je fais passer des gens, je les ressors et ensuite je les aide à rejoindre Paris. C'est-à-dire qu'on peut passer la frontière. Il me dit, ah oui, si tu veux aller en Ukraine demain, tu peux rentrer comme ça. Et ne faites pas ça chez vous. Et en fait, j'ai parlé avec un groupe de jeunes qui organisent des festivals de musique normalement. Et ils m'ont dit, s'il te plaît, viens faire quelque chose et on t'aidera à le faire. Et ce mec à la frontière m'a envoyé une photo d'une petite fille qu'il voyait en train de jouer dehors, parce que les enfants ne se rendent pas compte du conflit. Donc eux, ils passent la frontière, ils crient, ils jouent. Et j'ai été parler à la mère. Elle a dit, mais bien sûr, agrandissez ma fille, avec plaisir. On a pris cette image. Et là, on est rentré. Et en petite équipe commando, on a traversé jusqu'à Lviv, la plus grande ville à l'ouest. Et avec des centaines de personnes dans la rue, on a ouvert cette image. Et les gens sur place m'ont dit, tu sais, là, la guerre vient d'éclater, tout le monde en parle.
mais dans quelques jours, dans quelques semaines, petit à petit, vos nouvelles vont reprendre la une et nous, on va disparaître dans vos nouvelles. On apparaîtra après. Et cette image, elle a besoin de faire le tour du monde. Et c'est pour ça qu'on a continué de la faire voyager, on a continué de l'ouvrir dans toutes les villes d'Europe et encore jusqu'en Asie, au Japon. Et ce qui est dingue, c'est que c'est devenu une chaîne humaine. Et la plupart des gens, d'ailleurs en Ukraine, me disent qu'ils ont cette photo chez eux accrochée sur leur frigo. C'est devenu un... a fini en une du Times. Aussi, donc elle a fait le tour du monde entier. Est-ce que tu as l'impression d'avoir servi à quelque chose? En fait, elle s'est traduite après dans une action concrète. C'est-à-dire que pour moi, c'est déjà aussi concret parce que ça apporte une énorme attention. Mais ensuite, il y avait eu, à cette époque-là, c'était la grande folie des NFT. On avait soulevé des sous, on avait construit toute une chaîne humanitaire avec des camions qui partaient de Paris. Et à travers les réseaux sociaux, comme j'avais pu le faire pendant le Covid avec le Réfectorio, notre restaurant solidaire qui est à la Madeleine, on avait envoyé des camions toutes les semaines remplis de choses dont les gens avaient besoin. Et on parlait avec eux, avec toute la chaîne. Et donc, on est retourné plusieurs fois là-bas. Et pour moi, ça me fascine parce que tu vois un moment comment l'art, qui est à la base où tu te dis, bon, c'est juste de l'art. Et comme un projet que j'ai fait à Tehachapi dans les prisons en Californie, de la même manière, j'ai dit, mais pourquoi les gens ont besoin d'art ici? Et on m'a dit, non, c'est justement ici on en a besoin. Après avoir fait ce projet dans cette prison haute sécurité, qui est Supermax, on les appelle, 50% des détenus que j'avais qui avaient peine à vie sans condition de sortie sont aujourd'hui dehors, ont pu sortir. Ça a eu un tel changement que maintenant c'est étudié par le gouvernement américain. Ce projet, à chaque fois que je vais là-bas, tu as tous les gens du CDC de Californie, qui est le groupe qui s'occupe de toutes les prisons, qui vient étudier comment l'art a impacté les gens. Et là, tu te dis, en fait, sur toutes ces années, on l'a vu avec l'Adj à Montfermeil, on l'a vu dans plein d'endroits, j'ai fait au Proche-Orient, à chaque fois j'ai vu un impact, mais j'avais jamais pu le mesurer. Centrale du regard qu'on porte sur les gens, en fait. En fait, désaxer le regard de la société. C'est pas ça, c'est que si tu dis est-ce que l'art peut changer le monde, t'as l'impression que tu t'attaques à un truc, le monde, qu'est-ce que tu peux changer au monde? Mais en fait non, tu changes la perception que t'as sur le monde. Et si tu changes ta perception que t'as sur le monde, mais je te parle de ton monde à toi, le monde qui t'entoure, si tu commences à regarder différemment tes voisins, si tu commences à regarder différemment ceux qui te font peur, d'un coup en fait ton monde y change puisque t'as plus peur d'eux, puisque tu discutes avec eux, puisqu'il y a d'un coup des liens qui se créent. Et en fait, si tu déconstruis cette idée folle de changer le monde, en fait c'est possible. On s'est posé une question en regardant les réseaux de JR. On en parle juste après, le clic sur. Et cette question, c'est, à force de s'occuper des autres, est-ce qu'à un moment, on s'occupe de toi? On a cliqué sur vous, JR. Bah en fait, votre monde, il est trop cool et positif. Les stars veulent être vues à vos côtés et photographiées par vous, quitte à des fois forcer un peu. Et du coup, vous avez besoin de décompresser, en toute simplicité. Love you from Cairo. Et comme chaque personne qui pèse, vous faites une conférence TED. Enfin 2, même 3. Wow. Conférences pendant lesquelles vous alternez entre coach de développement personnel At some point in your life, have you changed? Et Dalai Lama. I hope that together we'll create something that the world will remember. Quand on clique sur vous, forcément, on tombe sur vos projets. Vous êtes une sorte de Valérie Damido 2.0. Allez, reste, regarde là, le petit bout là. On voit que le minimalisme, c'est vraiment pas votre fort. Je présente une fresque de 36 mètres de long. La peur du vide non plus. J'y reviens, pardon. En parlant de minimalisme. À Miami, vous avez quand même créé le photomaton le plus grand de l'histoire. On est dans un camion très très long et dedans on a tout le studio avec tous les postes de travail et le fond vert et on attrape les gens dans la rue. JR, quand on clique sur vous, vous êtes positif, humain et tourné vers les autres. Mais quand est-ce que vous pensez à vous? C'est vrai ça. C'est la question, à chaque fois que je te vois, je te la pose. Non, mais je pense que déjà, j'ai pas beaucoup voyagé petit et tous ces voyages-là, j'ai l'impression que ça forme encore ma jeunesse, mon éducation. Et j'ai l'impression que j'en aurais jamais assez. Quand je voyais Agnès Varda, j'ai eu la chance de passer beaucoup de temps avec elle. Elle avait cet optimisme profond. Elle me dit attention, ne le perds pas parce qu'en tant qu'artiste, t'as pas le choix. Si toi, tu perds l'optimisme, alors même l'utopisme, alors qui d'autre l'aura? Et elle se laissait jamais emmener dans la noirceur du monde. Qu'est-ce que tu fuis? C'est une bonne question. Qu'est-ce que je fuis? Non, je fuis. Des fois, je fuis la routine. J'ai besoin de rester en mouvement. Je fuis d'être devant un écran. J'essaie de fuir ça. Et en même temps, des fois, c'est bon la routine. Des fois, c'est bon de regarder des films sur Netflix ou autre. Et en fait, mais quand j'y suis, j'ai un truc où je dis non, je devrais pas être là. Je devrais être dehors. Juste en n'étant pas à l'intérieur, en étant dehors, il va se passer des choses bien, pas bien, mais au moins je vais vivre. Et souvent, je m'en veux de mettre la vie en pause. Et les seuls moments où je me sens à l'aise avec le fait de regarder des films, c'est quand je suis dans l'avion. Maintenant, t'es papa. Est-ce que tu te poses les questions pour la génération de ton enfant?
Est-ce que tu as peur, en fait? En fait, bien sûr, c'est un sentiment où tu te dis, OK, qu'est-ce qu'on laisse? On se le pose tous, enfin, tous ceux qui sont parents. Mais en même temps, je me dis, non, quel monde j'ai envie de construire pour lui? Qu'est-ce que j'ai envie de lui montrer? Quelle perception du monde? Quelle approche des gens? Quel regard sur la société? Tout ça, c'est dès maintenant. Je me dis, est-ce que j'ai envie que l'école lui apprenne tout? Est-ce que j'ai aussi envie, moi, à côté de l'école, lui montrer le maximum de choses? Et ce temps-là, je sais qu'il est précieux et tu le rattrapes jamais. Et donc, je vis dans une espèce de nostalgie où je sais que je peux pas perdre une minute parce que même la minute du mardi, tu la rattrapes jamais le mercredi. J'aimerais qu'on parle de quelqu'un très important dans le quotidien de JR, c'est Pharrell Williams. Et on a posé une question à ton sujet à Pharrell Williams. JR, another brother, is now one of the greatest artists and nobody could have write this before. Yeah. And how long does it take to you to see something into somebody? You know, because when they talk, there's a depth to their points. JR, like, you know, you have a conversation with him and you know, and then you look at his work and his work is like very signature to his point of view. You know, his work is really like, his work is really a byproduct of his personality and how he sees the world. And his work illustrates the poetry, you know, and the geometry between like the things that he considers to be important variables and whatever it is that he's talking about. His work effortlessly communicates that to anyone. C'est qui Pharrell pour JR? Pharrell, c'est un artiste qui est incroyable parce qu'il emmène les artistes avec lui. Et en fait, il le fait avec une telle grâce, avec une... il se démène pour les autres tout le temps. Sa carrière est incroyable, mais en fait, il passe du temps à aller soutenir ses amis artistes, à aller à chaque vernissage. Il va rien rater. Et c'est un exemple parce que, je sais pas, des fois tu dis, mais attends, t'as des enfants, t'as un truc, comment t'arrives à faire tout? Et il le fait. Et en même temps, il grandit. Et quand il grandit, il continue avec sa clique comme ça. Et c'est magnifique. Parce que c'est quelqu'un qui a, je pense là, à son âge maintenant, à trouver un équilibre parfait où il sait comment arriver à une clarté dans sa création. Et donc maintenant, il sait ce qu'il a besoin et pas besoin. On est obligé de parler du patron. Je sais très mal l'imiter. Robert De Niro, explique-nous ce qui se prépare. Qu'est-ce que vous faites tous les jours ensemble? De Niro, j'ai eu la chance. Pas le chance. droit de tout dire, mais raconte-nous qu'est-ce que vous faites tous les jours ensemble. J'ai eu la chance de rencontrer De Niro quand j'ai mis le premier pied aux États-Unis, et enfin où je me suis installé là-bas. Et j'avais 27, 28 ans. Et il m'a pris sous son aile. Et ces presque 15 dernières années, il m'a emmené sur ses tournages. Il m'a emmené partout. C'est devenu comme une famille pour moi, mais et en même temps un ami, quelqu'un avec qui je travaille. Donc c'est une relation très spéciale. Est-ce qu'il t'a appris quelque chose? Il m'apprend tous les jours parce que de le voir travailler, de voir déjà le travail, l'assiduité dans le travail, mais aussi à quel point la parole et un mot, c'est tout en fait. Le code, le fait de dire quelque chose, c'est de le faire. Peu importe si ça va être compliqué, peu importe ce que ça veut dire, mais c'est quand tu as promis quelque chose, tu le fais. C'est quelque chose, c'est des codes qui se perdent de nos générations et c'est vraiment la chose que je retiens tous les jours de lui. Et aussi, c'est quelqu'un, tu n'entendras jamais dire du mal de qui que ce soit. J'apprends énormément. On a eu l'occasion de faire plein de choses ensemble, des films, des courts-métrages. Et là, je me plonge un peu plus dans l'histoire de son père. J'ai découvert l'histoire de son père qui s'appelait aussi Robert De Niro, qui était peintre. Et donc, je l'ai aidé l'année dernière à monter une exposition sur son père. Et puis, en fait, je suis retombé sur tous les journaux intimes de son père qu'il avait, lui, jamais lus et qui m'a demandé de lire. Et là, d'un coup, tu rentres dans une relation père-fils qui est fascinante et qui peut parler à beaucoup de personnes, en fait, qui est plutôt universelle sur quelle relation on a avec le père, qu'est-ce qu'on doit au père ou pas. Et d'ailleurs, en fait, tu te rends compte très vite que c'est aussi à la mère. Mais ça commence par ça parce qu'ils ont le même nom et donc ça paraissait évident. Et là, je continue ce process et c'est... même moi, tous les jours, je me pince, je me dis, mais tu vois comment... tu racontes très bien les choses. Ici, on les raconte très mal. C'est le bad pitch. Cet été, The Bear, la série qui nous réconcilie avec les programmes de cuisine à la télé, oui, nous clairement, le gourmand croquant, tout ça, on s'en fout un peu, est revenu pour une deuxième saison. Comment ça, vous ne connaissez pas ?
La série suit Carmy, un ancien chef étoilé qui reprend le petit délit familial de Chicago et qui est tellement sous l'eau qu'il range ses jeans dans son four. Yo, really? Faut lui acheter un dressing à ce garçon. Mais je comprends, depuis que les caissons Pax ne sont plus dispo chez Ikea, il faut aller chez Maison du Monde, l'enfer. Bref, le gars, il reprend donc un délit. Délit, c'est un mot chic pour dire qu'il vend des sandwichs en gros. Au début, il y a tellement de flashbacks et de flash-forward qu'on se croirait dans un film de Christopher Nolan. Périphrase cinéphile pour dire qu'on capte que dalle. Et puis le coup du nuancier Pantone pour choisir la couleur des donuts, alerte bobo maximale. Mais ça va, il y a suffisamment de gros plans sur la viande pour que ça soit pas vegan, de gros plans sur le pain pour que ça soit pas sans gluten. Et si je fais une intolérance au lactose, j'ai fait la regarder la série? Non, c'est glacé à l'italienne pour le dessert, donc passe ton tour, lactophobe. En vrai, dès le premier épisode, on s'attache à ce gros bordel, à des persos sensibles qui font leur psychanalyse chez Castorama, qui délivre punchline sur punchline. Ah si, la comida familiar. Fuck off. Et puis on ne vous parle pas de ces situations assez géniales, genre ce goûter d'anniversaire qui contient un tuto pour faire taire immédiatement vos gosses en cas de coup de fatigue, mettre du Xanax dans le shampoing. Génie! Tout ça fait qu'à la fin, certes, ça sent le graillon jusqu'à notre salon, mais ça pue surtout l'amour, le même qu'on retrouve chez nous dans les meilleurs kebabs, les vrais, pas ceux avec de la mayo truffée de FDP. Bisous! Vous regardez toujours Click, il nous reste très peu de temps avant la fin de l'émission à faire une interview compte à rebours. Le principe est simple, un maximum de questions, un maximum de réponses en 1 minute 30, c'est parti. Allez, compte à rebours. Allez, le chrono. Quelles sont les premières paroles de chansons qui te viennent en tête? Est-ce que tu t'es déjà battu dans ta vie? Ouais. C'est quoi l'erreur que tu ne referas jamais? Passer la raclette sur l'affiche quand elle n'est pas humide. C'est quoi l'erreur que tu ne referas jamais? Est-ce qu'il y a un cauchemar dont tu te souviens? Ouais, je crois, après avoir vu Roger Rabbit quand j'étais petit. Tu demandes quoi quand tu pries? Je remercie. Pour qui tu voteras jamais? Le Pen. Qu'est-ce que tu sais faire de tes mains? De mes mains, je pense que coller, c'est quand même une... Pour toi, c'est qui le ou la GOAT, greatest of all time? Je suis obligé, le patron de Niro. Pour toi, t'aurais voulu avoir quel prénom? Ça, c'est une bonne question, ça. Mouloud. Qu'est-ce que tu veux surtout pas montrer sur les réseaux sociaux? Ma vie perso. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré? Ce matin, j'ai été voir la maison de Serge Gainsbourg et avec la voix de Charlotte Gainsbourg. C'est très émouvant parce que tu sens que la vie, d'un coup, elle part et qu'elle n'est plus là et pourtant, il reste les pièces. Est-ce que tu sais imiter une personnalité ou un animal? Putain, oui, je sais, mais là, tu sais, ça va trop vite. Mais je crois que je sais. Qui ça? Eh ben, vous le saurez la prochaine fois. Ouais, JR sera dans Click tout de suite en aparté avec Eva Longoria. Merci beaucoup, JR. Merci à toi. Allez le voir à Paris, à l'Opéra Garnier. Et tu reviens quand tu veux dans Click, évidemment. Passe une excellente soirée sur Canal demain, 19h45, en clair.